Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Lutte contre la vie chère. 11 mesures prises par le chef de l'État lors du Conseil spécial sur la consommation. Objectif, alléger les dépenses effectuées par les populations. Des baisses opérées dans les secteurs de l'agroalimentaire, du loyer, de l'éducation, de la santé, des BTP et du transport. L'initiative est appréciée par les citoyens qui la perçoivent comme la satisfaction d'une demande sociale. Nos reporters ont tâté le pouls des bénéficiaires à l'issue de ces nouvelles dispositions, leur réaction au cours de cette édition. Également au menu de ce 20h, l'interview du directeur du commerce intérieur, Omar Diallo, apporte des éclairages sur ces mesures entérinées hier après tout de suite avec ces 11 mesures prises par le chef de l'État à l'issue du Conseil national de consommation spéciale pour lutter contre la vie chère, des baisses annoncées sur les denrées de consommation courante, le loyer, les frais de scolarité. Les secteurs du bâtiment et de la santé ne sont pas laissés en rade avec des réductions annoncées sur des produits et services. De quoi soulager les ménages et améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Le point, c'est avec Pape Faranik. Après une large concertation avec tous les acteurs, 11 mesures ont été prises pour soulager les populations. Les mesures les plus attendues par les consommateurs étaient les denrées de première nécessité. 1. Pour le riz, le kilogramme du riz brisé indien 100% passe de 350 francs CFA à 325 francs le kilogramme au détail, soit une baisse de 25 francs CFA, compte non tenu des 25 qui ont été déjà pris en compte. Pour l'huile de palme, le litre de l'huile de palme passe de 1200 francs à 1100 francs le litre au détail, soit une baisse également de 100 francs par litre pour l'huile de palme. Pour le sucre, le kilogramme également passe de 600 francs à 575 francs le kilogramme au détail, soit une baisse de 25 francs le kilo. L'une des attentes de la population, la diminution du coût du loyer. Des décisions fortes sont prises pour réguler, pour diminuer les cautions afin de faciliter l'octroi d'un logement. Pour les loyers, les baisses suivantes seront opérées. 20% sur le loyer inférieur ou égal à 300 000 francs CFA. 20% et 10% sur les loyers compris entre 301 000 et 500 000 CFA. 10% pour cela et 5% de baisse sur les loyers supérieurs à 500 000 francs CFA. Il faut dire que les loyers ont augmenté de plus de 200% depuis la dernière tentative de baisse. Alors que les coûts de la construction n'ont évolué que de l'ordre de 45%. Il y a une marge qui doit être considérée. Parallèlement, il sera opéré une réduction de la commission versée aux agences à un montant égal à la moitié du mois de loyer. L'étalement du paiement de la caution sur l'année, on l'a indiqué. Les inscriptions et les frais de scolarité ont connu aussi une baisse, surtout chez les privés. Les frais d'inscription dans le moyen et secondaire, donc collège et lycée, sont désormais fixés à 3 000 francs CFA avec un plafond, possibilité d'aller maximum jusqu'à 5 000 francs. Et cela ne pourra être autorisé que par le conseil de gestion de l'établissement.
Aujourd'hui, ces frais étaient à 10 000 francs pour la plupart. Maintenant, pour le secteur privé, l'enseignement privé, une baisse de 10% est effectuée sur les frais d'inscription du préscolaire au secondaire, avec l'accord des acteurs, avec une interdiction de regrouper les paiements en début d'année. Pour le supérieur, le président a aussi annoncé d'autres décisions dans le secteur de la santé après des discussions entamées avec les acteurs. Il a instruit le Premier ministre et le ministre du Commerce pour la création d'un organe pour l'application de toutes ces décisions. Et pour parler justement des décisions issues de ce Conseil national de consommation spécial, le directeur du commerce intérieur, M. Omar Diallo. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors nous n'allons pas revenir sur ça. Le chef de l'État s'est amplement exprimé sur ces baisses déjà dans le secteur alimentaire avec des réductions sur le prix du riz, de l'huile de palme, du sucre, du lait en poudre, de la viande, tout en saluant la prise de ces décisions pour alléger le quotidien des Sénégalais. La question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que cette baisse va être effective ? Je vous remercie tout d'abord et je voudrais aussi me féliciter de ces décisions de très haute portée sociale qui viennent être prises par M. le Président de la République. Sous deux angles, ça nous permet pratiquement de faire face à la crise économique à laquelle nous faisons face. Le premier, c'est lutter contre la vie chère et le deuxième, c'est soulager les ménages vulnérables. Alors sous ce rapport, les mesures qui viennent d'être prises, c'est des mesures qui ont été annoncées par M. le Président de la République à l'issue du Conseil spécial de la consommation qui s'est tenu hier. Alors pour rendre applicables ces mesures, il faut d'abord une première étape, c'est les formaliser à travers des actes administratifs et des actes réglementaires. Autrement dit, sur les produits alimentaires et sur les produits homologués, il s'agira de prendre des arrêtés de fixation de ces prix. Il y a des produits pour lesquels la loi ne prévoit pas d'homologation. C'est des produits qui font l'objet d'une fixation d'office par arrêté qui sera valable pour une période de 3 mois renouvelable une fois. Et le dernier type d'acte réglementaire qu'il va falloir prendre, c'est d'abord un décret en ce qui concerne les tarifications de la location et ensuite des arrêtés interministériels en ce qui concerne la fixation du prix de la viande, de la volaille et des frais de scolarité. Donc voilà un arsenal de mesures juridiques qui vont intervenir et qui nous permettront d'agir pratiquement dans le cadre de l'application de ces mesures-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée du délai de délivrance, de publication de ces arrêtés et décrets? En termes de délai, c'est les délais légaux, parce que c'est des actes pratiquement réglementaires qui doivent prendre un circuit. Le circuit, c'est pas être porté à l'attention du secrétariat général du gouvernement au fin d'enregistrement et maintenant être porté au niveau du journal officiel pour la publication officielle. En la matière, les délais de 72 heures réglementaires doivent être respectés et au-delà de ça, nous passons à la phase application parce que c'est le principe que nul n'est censé ignorer la loi dès l'instant que ces décisions sont publiées au journal officiel. Alors on peut retenir que là, à partir de la semaine prochaine, ces baisses seront effectives sur le marché. En tout cas, nous aurons les moyens légaux pour agir réellement sur le terrain pour qu'il en soit ainsi. Alors, M. Diallo, ce n'est pas la première fois, il faut le dire, qu'on assiste à une régulation des prix. Le véritable problème, c'est que souvent dans le domaine alimentaire, par exemple, vous avez grossistes et détaillants qui peuvent ne pas respecter ces mesures. Comment l'autorité, en l'occurrence, compte-t-elle s'y prendre pour veiller déjà au respect strict de ces mesures sur le marché et surtout comment en assurer le suivi à long terme? Je vous remercie, c'est une question qui est lancinante, qui revient à chaque fois qu'on prend une mesure de baisse, parce que quand vous remarquerez que c'est quand il y a une baisse qu'il y a des difficultés pour faire appliquer les prix. Étant entendu que quand il y a une hausse, on n'a même pas besoin de faire la publicité tout de suite, ça se répercute immédiatement. Alors donc dans ces conditions-là, il y a un segment de la distribution qui fait l'objet pratiquement de rigidité, c'est au niveau du secteur du détail. Sans accuser formellement ces commerçants, c'est pour dire que c'est à ce niveau-là qu'on a toujours remarqué les rigidités en termes d'application des baisses. Et c'est pourquoi aussi, toutes les opérations que nous menons dans ce sens-là, c'est de descendre sur le terrain, dans les boutiques, dans les marchés, dans les quartiers, pour faire appliquer ces dispositions. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que le contexte a un peu évolué. Parce que cette fois-ci, les concertations nationales qui ont été lancées par M. le Président de la République nous ont permis d'avoir une démarche inclusive. Et cette démarche inclusive
a permis aux commerçants détaillants, qui étaient vraiment le parent pauvre en matière de fixation de prix, ils n'étaient pratiquement pas impliqués. Aujourd'hui, c'est le cas. Et dès l'instant qu'ils sont impliqués, nous pensons que c'est des propositions qui sont ressorties de leur implication. Donc, nous pensons que dans l'application sur le terrain, il y aura un aspect volontaire qui va se passer. Mais derrière, il y a un dispositif aussi qui est là. C'est d'abord l'information commerciale qu'il faut porter à l'attention du consommateur et la possibilité pour le consommateur de dénoncer les cas de pratique de prix illicites. C'est le numéro vert. Le numéro vert, le 800 80 77 77, est mis en œuvre et il est opérationnel. Derrière aussi, il faut retenir qu'il y a tout un arsenal d'actions qui vont être menées sur le terrain par les services compétents de la direction du commerce intérieur, avec l'appui aussi des forces de sécurité et de défense, qui vont nous apporter leur appui nécessaire pour que sur le terrain, qu'on puisse vraiment matérialiser et assurer le suivi de l'application de ces décisions. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. En plus de ça, maintenant, M. le Président de la République a décidé de nous renforcer en moyens humains. Parce que le recrutement de 1000 volontaires va dans ce sens-là, parce que ça nous permettra d'avoir vraiment un personnel suffisant et que nous pourrons déployer partout où nous avons besoin une surveillance sur les prix au quotidien. Et nous allons les encadrer, les former pour qu'ils soient tout de suite opérationnels et aller avec les agents de terrain pour faire le travail nécessaire pour faire l'application de ces mesures-là. Alors, un autre domaine qui a polarisé l'attention, c'est le loyer. Le chef de l'État annonce une baisse de 20% pour les biens dont la location est inférieure à 300 000, une baisse de 10% pour les loyers à 500 000 et une réduction de 5% pour les biens supérieurs à 500 000 francs CFA. Alors là encore, comment tordre la main d'un propriétaire, parce que c'est souvent l'excuse que les propriétaires sortent. Nous nous sommes endettés auprès d'une banque et nous comptons donc sur nos rentes pour rembourser notre crédit. Puisqu'il s'agit de concertation nationale, est-ce que les banques ont été aussi associées au processus pour peut-être alléger les taux d'emprunt? Bon, écoutez, en ce qui concerne le loyer, il y a une commission qui a été mise en place, c'est la commission loyer. Dans cette commission-là, il y a aussi bien les experts immobiliers, les bailleurs, les agences immobilières, les locataires et aussi pratiquement le secteur financier. Et mieux, il y a une commission secteur financier, tarification financière, qui a travaillé aussi en autonomie sur d'autres aspects, y compris par exemple sur le taux de location de l'argent. Mais dans le secteur de la location, M. le Président de la République l'a rappelé. Nous avons remarqué que pratiquement entre 2014 et maintenant, pratiquement on est passé d'une spéculation pratiquement à 200% de tarification. Alors que les coûts de construction n'ont progressé que de 45%. Et ça, c'est constaté et c'est vérifié. Maintenant, il va falloir ramener, comme je l'ai dit tantôt, le niveau des prix doit être un niveau de prix sincère. Et pour qu'il le soit, il faut que d'abord qu'on régule. La régulation commence déjà par mettre un barème qui puisse permettre pratiquement à tous les acteurs de s'en sortir. Maintenant, il ne s'agit pas de dépouiller le bailleur pour habiller le locataire. Nous voulons être justes entre le bailleur et le locataire. Et mieux, il y a un dispositif qui est là, qui permet aussi au bailleur pratiquement d'entrer dans ces fonds. Parce que c'est pourquoi nous avons relevé le niveau de la caution avant l'entrée à 2 mois. Parce qu'avant, la caution réglementaire, c'était 1 mois plus 1 mois de loyer. Mais aujourd'hui, la caution a été ramenée à 2 mois. Et cette caution-là, pour la payer, vous donnez 1 mois d'avance, mais le 2e mois, on vous l'étale sur toute l'année pour être supportable par le locataire. Donc ça, c'est un peu pour équilibrer un peu la relation entre le bailleur et le locataire. Deuxième chose, derrière, il y a des mesures fiscales quand même qui ont été prises, notamment en matière de paiement du foncier bâti. Aujourd'hui, sur la location, par exemple, si vous avez une location sur laquelle, sur 12 mois, le montant de la location est inférieur à 1 million, vous ne payez que pratiquement la moitié, un mois de location comme impôt sur le foncier bâti. Et ça, je crois que graduellement, on a mis des taux qui puissent permettre aux bailleurs quand même d'avoir un gain par rapport à l'impôt sur le foncier bâti. Maintenant, cette synergie de mesures permettra un peu d'équilibrer la relation qui était vraiment désarticulée
parce qu'elle était foncièrement, elle pesait foncièrement du côté du bailleur. On essaie un peu d'équilibrer tout ça par le jeu pratiquement de cette fixation par décret. Ce sera fait par décret. Et maintenant, derrière, nous passerons à la phase d'application. Alors, dernière question, des concertations sur la vie chère, j'imagine que vous en avez fait. Est-ce que vous avez eu le sentiment hier, en sortant du Palais de la République, que cette fois-ci, les choses vont réellement changer? Les choses vont changer parce que, comme je vous l'ai dit, cette fois-ci, Monsieur le Président de la République, au-delà du fait qu'il nous a donné les moyens juridiques, légaux, c'est-à-dire nous avons fait un travail sur 3 semaines avec une concertation massive. Donc toutes les parties impliquées, les auteurs, les acteurs, les intervenants, les commerçants et autres, ont participé dans les commissions et ont contribué à nous dire où est-ce qu'il faut toucher pour baisser dans tel secteur. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais obtenu auparavant et qui nous permet aujourd'hui de nous booster par rapport au niveau d'application et d'implication. Derrière aussi, nous avons senti qu'il y a un élan patriotique derrière cette affaire-là. Parce que si je vous dis aujourd'hui que, par exemple, au moment où certaines commissions avaient fait déjà des propositions, le lendemain, en ce qui concerne le secteur de la viande, par exemple, tout de suite, nous avons senti que les propositions qui ont été faites dans la commission viande, les gens les ont tout de suite appliquées. Et la viande est passée de 4 000 pratiquement à 3 500 francs sur le marché. Sans pour autant attendre le Conseil national. Sans pour autant attendre le Conseil national de la consommation. Nous avons la même chose aussi sur le fer à béton. Immédiatement, 2 jours ou 3 jours après que la commission ait rendu ses conclusions à M. le Président de la République, les acteurs n'ont pas attendu qu'on le formalise. Tout de suite, ils sont passés à la baisse. D'accord, merci beaucoup en tout cas Monsieur Oumar Diallo, directeur du commerce intérieur, d'avoir été notre invité ce soir. Bonne soirée. Merci. Alors, la baisse des denrées et du loyer annoncée par le chef de l'État réjouit naturellement les populations. Les citoyens interrogés invitent toutefois le chef de l'État à mettre en place un comité de suivi pour le respect de ces directives. Le reportage est signé Abib Faye. Ouf de soulagement chez les pères de famille, la baisse du coût de la vie annoncée par le chef de l'État est bien accueillie. À Gueule Tapée, ils s'en réjouissent. Seul hic, l'effectivité selon certains peut poser de problème. C'est une chose qui arrange tous les Sénégalais. Vraiment, tous Sénégalais vraiment qui avaient des problèmes avec les denrées de première nécessité. Vraiment, la baisse vraiment nous arrange et vraiment nous trouvons dans un contexte vraiment beaucoup plus, comment dirais-je, bon, assez lourd parce que bon, on n'arrive pas à s'en sortir. Hein. Nous, lépp loo xamante ni mooy suñu ravitaillement ñun moom duñ def lu di ko ñaanal. Ça me fait plaisir tout simplement. Je suis très content, vraiment. Le secteur de l'immobilier, un fardeau pour ces pères de famille. Cependant, ils invitent le président de la République à mettre en place un comité de suivi pour éviter le syndrome de 2014. La baisse est de 5% pour les loyers de plus de 500 000 francs, de 10% pour ceux allant de 300 000 francs à 500 000 francs et de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300 000 francs CFA. Vous savez, elle existait, mais pourtant, comment dirais-je, bon, les commissions qui étaient sur place ne suivent pas. Bon, les gens allaient se plaindre, faire des réclamations, mais en fin de compte, il n'y avait plus de suivi. Alors, donc, les gens ont laissé tomber. Donc, ça devenait de plus en plus difficile. Sans suivi, ça ne sert à rien. Il faut que, bon, disons que chaque commune, le maire de la commune, exemple, je prends l'exemple de la commune de Médina par exemple, que le maire prend des mesures d'accompagnement, soit disant que, en tout cas sur ma commune, tout ce que le président a dit, on va l'appliquer sur ma commune. Il faut que le président prenne des mesures très sévères. Le président Macky Sall a annoncé ce dimanche une baisse du loyer en hausse de plus de 200% en 8 ans, ainsi que des prix de denrées pour soulager les ménages confrontés à une inflation galopante. Parlons à présent de Pape Alé Niang, journaliste d'investigation qui a été arrêté cet après-midi. Selon des informations obtenues, notre confrère a été arrêté par des éléments de la sûreté urbaine sur instruction du procureur de la République. Le patron du site Dakar Matin a été acheminé dans les locaux du commissariat central où il serait actuellement en détention. Et selon des sources parvenues à notre rédaction, l'arrestation de Pape Alé Niang serait liée à ces révélations
à des révélations divulguées ces derniers jours sur l'actualité et notamment sur l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr. Et puis sachez qu'à propos de cette arrestation de Papa Alé Niang, la coordination des associations de presse est en état d'alerte. Via un communiqué, la CAP déclare, je cite, « Nous venons d'apprendre l'arrestation de Papa Alé Niang. Le motif de son arrestation demeure pour le moment inconnu. Le SYNPICS a commis un avocat en la personne de Maître Bamba Cissé pour avoir de plus amples informations sur ce qui lui est reproché. La CAP exprime tout son soutien à Dakar Matin et compte apporter toute l'assistance requise à ce confrère. La coordination des associations de presse attend un retour d'informations de la part de Maître Bamba Cissé pour aviser. Pour le moment, elle suit avec attention cette affaire et se tient prête éventuellement à toute action qui pourrait conduire à sa libération. » Voilà donc un communiqué signé par la coordination des associations de presse. Je vous l'annoncer en titre, pèlerinage à la Mecque 2022. Le comité chargé de l'organisation tire un bilan plutôt satisfaisant. Cependant, les organisateurs tiennent à préciser que les taxes saoudiennes ainsi que tous les coûts ont presque triplé cette année. Ainsi, ces organisateurs veulent que le chef de l'État entame déjà les démarches pour éviter une pareille situation. En 2023, ces organisateurs étaient à Sali dans le cadre d'une rencontre bilan. Le compte-rendu est signé Naïma Tidjan et Mamadou Gueye. Malgré les restrictions liées à la pandémie du Covid-19, les organisateurs du pèlerinage à la Mecque 2022 tirent un bilan satisfaisant. Vous savez, en 45 jours, choisir un transporteur aérien, préparer un protocole d'accord avec le voyageur, préparer un contrat avec le transporteur aérien, en tenant compte et du pouvoir d'achat sénégalais, de l'environnement économique dans lequel on est, avec le surenchérissement de tous les coûts après Covid, c'était pas facile. Et on a effectivement eu ces difficultés. Mais alhamdoulilah, les pèlerins sénégalais sont allés et sont revenus, alhamdoulilah, sains et saufs dans d'excellentes conditions. Le bilan est certes satisfaisant, mais des contraintes telles que la réduction du quota des voyagistes et l'augmentation du coût du package sont à prendre en compte par les autorités. Pendant 2 ans, on n'a pas organisé le pèlerinage. Il y a des gens qui voulaient aller, plus les candidats de 2022. Donc vous avez 3 stocks de 12 800 qui veulent aller au pèlerinage et vous devez en sélectionner 5 000. Restrictions sur l'âge, moins de 65 ans, avec un package assez élevé et des coûts sur le sol saoudien qui ont triplé. Représentante des agences de voyage privées attire l'attention sur les taxes saoudiennes qu'elle juge très élevées alors que les commodités laissent à désirer. Les taxes saoudiennes qu'on a payées de 5 000 et poussières, on devait nous loger dans des tentes espacieuses, ce qui n'était pas le cas. Les tentes étaient trop étroites et encore les matelas aussi étaient rétrécis. Les acteurs du pèlerinage au lieu saint de l'islam comptent au sortir de cette rencontre formuler des recommandations pour anticiper sur le Hajj 2023. Allez, parlons de tout à fait autre chose. Maintenant, la connexion des réseaux entre l'OMVS et l'OMVG. La ligne haute tension d'une distance de 294 km entre Kayes et Tamba est désormais mise en service. L'infrastructure, financée à hauteur de 91 millions d'euros, soit près de 60 milliards de francs CFA, a été financée donc par la Banque mondiale. Le reportage est signé Moussa Omar Gueye. Mise sous tension de la ligne électrique Kayes-Tambacounda, la réalisation de cette infrastructure fiable et sécurisée favorise ainsi l'interconnexion OMVS-OMVG. La volonté de nos plus hautes autorités de l'OMVS et avec l'appui de notre partenaire classique, la Banque mondiale, qui a financé pour 91 millions et quelques euros, la ligne de 294 km est achevée. La ligne existante Bakel-Dagana par laquelle transite la production de Manantali vers la Mauritanie et le Sénégal est en phase de saturation. Avec la mise en service de Guyna, une centrale de 140 MW qui vient d'intervenir il y a quelques mois, on avait besoin de lignes pour évacuer toute cette production. Et en particulier à l'instant actuellement, le barrage de Manantali, on a eu une bonne saison, commencé à déverser et ça vient à point nommé, ça nous permet d'évacuer cette production excédentaire. Voilà un peu ce que ça nous apporte, ce nouveau ouvrage. Selon le préfet de Tambacounda, Mamles Kabou, Tambacounda pourrait être considéré comme un hub énergétique. Le matériel destiné au contrôle et à la commande du process, et du matériel de dernière génération
high-tech qui attestent que nous allons véritablement devenir ici à Tambacounda un hub énergétique. Au-delà de l'énergie, le projet régional Manantali 2 s'est investi dans les domaines de l'éducation, l'environnement, le développement local, l'autonomisation des femmes et des personnes affectées par le projet. Et puis l'association sénégalaise des femmes diplômées des universités, l'ASFDU, en partenariat avec la fondation Heinrich Böll Stiftung, viennent de mettre en place la bibliothèque nommée Binta Diop, dédiée à la documentation sur les femmes. L'ASFDU contribue depuis 1989 à la promotion des droits de l'individu en s'investissant principalement sur l'éducation et la formation des filles et des femmes. Je vous propose de suivre tout de suite Mariam Diop Jay de l'association sénégalaise des femmes diplômées des universités. Elle est au micro de Amadouba. Du supérieur. Nous avons l'objectif aussi d'accompagner le développement des jeunes, notamment les jeunes filles, en leur fournissant des modèles, parce que vous savez, dans cette bibliothèque, il y a principalement des ouvrages écrits par des femmes, tels que des ouvrages au programme, des ouvrages dans d'autres domaines, très pointus, les domaines scientifiques et autres, mais l'objectif principal, c'est ce que je viens de dire, accompagner le développement du leadership des jeunes, notamment les femmes. Et aujourd'hui, la Fondation Paul Gérin-Lajoie nous a fait vraiment le privilège de recevoir, de pouvoir doter davantage notre bibliothèque par la remise d'un don de quelques centaines de livres. Des mains de son président, de son directeur général, mais aussi de leur représentante au Sénégal. Cap sur le sud à présent, plus précisément Sédhiou. Sur place, le maire invite les associations sportives et culturelles à s'impliquer dans le nettoyage et l'embellissement des écoles puisqu'elles s'entraînent au niveau de ces établissements scolaires. Abdoulaye Diop a déploré le mauvais classement de la région dans le cadre de l'éducation, mais aussi les nombreuses pénuries de sang, monnaie courante à l'hôpital régional de Sédhiou. Je propose d'écouter, il s'exprimait en marge de la cérémonie de remise de subventions aux associations sportives et culturelles et de distribution de fournitures scolaires. Il est au micro de Bakary Konté. Nous sommes dans une société, chacun doit jouer son rôle. Le rôle de la mairie ne doit pas être seulement de donner des chèques. Le rôle de la mairie, c'est d'échanger avec nos confrères, les acteurs du sport et les acteurs du sport, pour qu'on réfléchisse ensemble. Quelque chose nous interpelle tous. Aujourd'hui, c'est une très grande frustration pour le maire que je suis, de dire que bon, je suis au bas du cahier en termes de performance scolaire. Ça doit interpeller les AIC, ça doit interpeller les enseignants, ça doit interpeller les mondes de l'éducation. Autre chose que je leur ai fait remarquer, aujourd'hui, la quasi-totalité des AIC s'entraînent dans les écoles. Quand même, le bon sens voudrait qu'à la fin de l'année des vacances, qu'on se dise « Ah, monsieur le maire, donnez-nous un peu de seau de peinture. » Quand nous, les AIC qui nous entraînons à l'école 1, par exemple, nous allons rafraîchir l'école. On n'a pas besoin de la Banque mondiale pour ça. On n'a pas besoin du Fonds monétaire international pour ça. C'est juste une question d'initiative. L'idée, c'est de dire que chacun a un minimum à donner pour l'autre. C'est-à-dire que chacun doit donner quelque chose pour sa société. Et pour cela, ce n'est pas compliqué. Je parlais des dons de sang. Aujourd'hui, qu'on soit en pénurie de sang, de manque de sang au niveau de notre hôpital, ça interpelle tout le monde. Ça interpelle les gens de l'éducation, ça interpelle le mouvement du sport. Alors c'est pour ça que je pense que je vais offrir déjà à ces équipes-là une possibilité de nous retrouver ensemble pour parler de notre non-performance scolaire. Allez, bonne transition pour aborder la page des sports, l'athlétisme principalement. Donner plus de place à la nutrition dans la pratique de l'athlétisme au Sénégal. C'est une des volontés affichées cette saison par la Ligue d'athlétisme de Dakar. Et nous suivons tout de suite Nicolas Ndiaye. Il est au micro de Cheikh Salibou Diarra. Parce qu'un sportif doit manger, boire avant, pendant et après l'effort. Même un sédentaire doit le faire à plus forte raison un sportif qui dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de calories. Donc il faut compenser. Voilà pourquoi le sportif et l'athlète en particulier a besoin effectivement de manger, de boire, mais aussi de savoir quoi manger et quoi boire. Quand le manger et quand aussi le boire. C'est ça le principal problème avec nos athlètes. Et malheureusement, beaucoup d'encadreurs au sein des clubs n'échangent pas avec les athlètes par rapport à cette rubrique qui est la nutrition. Les gens ne parlent que entraînement. C'est bien beau,
Mais il faut qu'on sache aussi qu'en marge de l'entraînement, il y a des éléments que nous devons prendre en compte. Et la nutrition en fait partie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Bonne fin de soirée avec les programmes de la télévision Futur Média et excellent début de semaine à toutes et à tous.